Bonjour, je me présente. Je suis Katia Boudrahem, analyste de projet Covid-19 à Fondation Philanthropique Canada. Nous aimerions commencer par reconnaître la nature autochtone des nombreux territoires de l'île de la Tortue où nous travaillons et où nous résidons. Ces territoires constituent l'habitat de nombreux peuples autochtones qui y ont vécu depuis des dizaines de milliers d'années et qui y vivent encore aujourd'hui. En tant que colons, immigrants et leurs descendants, et en tant que visiteurs, nous honorons et nous respectons les nombreux peuples autochtones de cette terre et de ce territoire et nous espérons un avenir plus juste ensemble. Donc, bienvenue à notre panel Philanthropie en mouvement, front commun vers l'agenda 2030. Ce panel est organisé en collaboration avec la Fondation du Grand Montréal et l'Institut Mallet. Cette troisième et dernière journée du rassemblement virtuel est l'occasion de construire notre réflexion basée sur les leçons tirées jusqu'à présent, notamment concernant les pratiques nouvelles et émergentes en termes de collaboration avec les bailleurs de fonds, de renforcement de relations basées sur la confiance avec les communautés et sur l'avenir de la philanthropie dans ce monde en mutation. Donc, les 2 premiers jours, nous avons discuté du rôle de la philanthropie dans le contexte de la pandémie et de ses conséquences. La Covid-19 a eu pour effet de mettre en lumière plusieurs failles de notre contrat social, telles que la discrimination systémique, par exemple. La pandémie aggrave aussi les conséquences des conflits et des changements climatiques qui freinaient déjà les progrès vers la réduction de la pauvreté. Il est temps de repenser l'après-Covid-19 et de réfléchir à ce que nous pouvons et devons faire différemment dans une perspective de réalisation de l'agenda 2030. Permettez-moi de vous présenter notre modérateur, Karel Méran. Il est le président-directeur général de la Fondation du Grand Montréal depuis juin 2020. Auparavant, il a été pendant 12 ans directeur pour le Québec et l'Atlantique de la Fondation David Suzuki et aussi président de Réalité Climatique Canada, organisme fondé par Al Gore. Il est aussi vice-président du conseil d'administration du Parc Jean-Drapeau. Avant de se joindre à la Fondation David Suzuki en 2008, Karel a conseillé plusieurs agences internationales pendant plus d'une décennie sur les enjeux de mondialisation et d'environnement. Karel a aussi été cofondateur en 2002 du Centre international Unisphera, où il a créé en 2005 le programme de compensation des gaz à effet de serre nommé Planétaire. Il a été boursier Action Canada en 2005, ainsi que finaliste du concours Arista en 2008, à titre d'entrepreneur socialement responsable de l'année au Québec. Merci de modérer cette session aujourd'hui, Karel. La parole est à vous maintenant. Oui, merci beaucoup, Katia. D'abord, merci à tous et à toutes d'être présents aujourd'hui. Avant de vous présenter nos panélistes, que je remercie déjà de s'être joints à nous, je voulais simplement vous mentionner que le panel d'aujourd'hui fait suite à une série de 2 panels que la Fondation du Grand Montréal organisé en collaboration avec l'Institut Mallet. Et j'aimerais juste passer la parole très, très rapidement à Romain Girard de l'Institut Mallet qui va nous dire quelques mots à cet égard. Alors, Romain, à toi. Alors, merci, Karel. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un plaisir pour l'Institut Mallet d'avoir cette activité en partenariat. Le partenariat est une valeur qui est de plus en plus essentielle et nous sommes fiers d'y être inscrits. On a annoncé, nous, ces derniers jours, la tenue du sommet 2021 pour les 4 et 5 octobre et toutes les démarches de réflexion et de projection, de développement et de mise en valeur de nos pratiques sont des démarches qui, pour nous, permettent de promettre un sommet fantastique déjà dans 11 mois. Bonne rencontre. Merci, Romain. Écoutez, comme on le mentionnait d'entrée de jeu, 2020 est une année où on aura vécu une tempête parfaite avec une pandémie qui a mis au jour, pas révélé nécessairement, mais qui a exacerbé des fractures sociales qui existaient déjà, qui étaient préexistantes dans nos sociétés, notamment avec des populations plus défavorisées qui ont été affectées de façon plus durement par la pandémie. Ensuite de ça, on a eu aussi les enjeux de racisme systémique qui sont revenus à l'avant-plan, notamment on connaît tous les événements qui ont eu lieu avec
la tragédie de George Floyd aux États-Unis, puis d'autres événements aussi qui ont été très médiatisés. Mais ici au Canada, on a eu aussi plusieurs cas qui ont mis en relief le racisme systémique envers les populations autochtones au pays. Ajoutons à ça, évidemment, les enjeux de crise économique et financière, puis par-dessus ça, la crise climatique ou écologique qui n'a pas cessé d'exister parce qu'elle a été, comment je dirais, mise de côté pendant un temps par une crise encore plus urgente. Et donc, on se retrouve dans une situation où on veut réfléchir à l'horizon 2030, les objectifs de développement durable des Nations unies, les 17 objectifs, donc, et on se pose la question, en sortant de cette crise-là, qu'est-ce qu'on doit faire différemment? Et donc, on a avec nous trois panélistes que je suis très, très heureux d'avoir avec nous, que j'ai la chance de bien connaître. Donc, j'ai un peu l'impression d'être dans une espèce de discussion sur un divan entre amis, mais je pense que c'est ce qui fait souvent que les discussions sont encore plus riches. Alors, je voudrais vous les présenter. D'abord, Charles Baudry d'Accélérer 2030, donc qui fait la promotion des objectifs de développement durable des Nations unies au Québec. Ensuite, Claire Trottier de la Fondation familiale Trottier, qui est très, très active, notamment sur les enjeux de santé publique dernièrement, mais la Fondation Trottier a été active vraiment dans pratiquement tous les domaines du développement durable. Et finalement, Andréane Parent, avec qui j'ai la chance de travailler depuis maintenant 2 ans. Comme ça a été mentionné d'entrée de jeu, j'ai présidé le conseil d'administration du projet de réalité climatique dont Andréane est la directrice générale pendant une dizaine d'années. Maintenant, je viens juste de finalement quitter la présidence, mais j'ai encore une présence importante au conseil d'administration puis un attachement à l'organisation. Donc, bienvenue, Charles, Andréane et Claire. D'entrée de jeu, j'avais le goût de vous poser la question parce qu'on se questionne sur les objectifs du développement durable, puis qu'est-ce qu'on doit faire pour arriver à les atteindre en 2030. Mais moi, quand le développement durable a été énoncé comme concept, j'avais 16 ans. J'en ai aujourd'hui 48. Et on sent que c'est un concept qui a été utilisé à toutes les sauces, qui a été galvaudé. Et j'aimerais ça, puis souvent on a qualifié d'un concept valise un peu, mais en même temps, c'est un concept qui perdure à travers le temps, puis qui a été très, très utile pour nous permettre de réfléchir à ce qu'on peut faire. J'aimerais vous poser la question, d'après vous, c'est quoi l'héritage jusqu'à maintenant du développement durable, puis qu'est-ce qui doit changer? Parce qu'on constate que autant au plan social qu'au plan environnemental, on n'a pas atteint la promesse du développement durable encore. Donc, quel est votre bilan pour vous après 30 ans de développement durable? Puis, qu'est-ce qui doit changer pour en faire un concept encore plus opérant qu'il l'a été par le passé? Je ne sais pas. Je vais commencer par toi, Charles. Merci, Karel, pour la question. Bonjour à tout le monde. Ça fait vraiment plaisir de faire partie du panel pour représenter un peu une vision holistique des objectifs de développement durable au Québec. Écoutez, moi, il y a 30 ans, je n'étais pas encore né, donc j'ai peut-être une différence sur quand ça a été lancé, mais la définition qui est souvent utilisée, ou principalement utilisée pour les objectifs de développement durable, on parle de rencontrer les besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à rencontrer leurs besoins. Donc, est-ce que c'est toujours pertinent aujourd'hui? Ça, tout à fait. Je pense qu'il y a 30 ans, c'était un concept qui a émergé puis qui était très à jour. Je pense que la difficulté ou le bilan maintenant des 30 dernières années, si on le regarde aujourd'hui à travers la lentille des objectifs de développement durable en 2015, c'est qu'on a eu peut-être une difficulté d'opérationnalisation sur le terrain qui est due, selon moi, à 2 facteurs principaux. Un, je pense que c'est très difficile d'avoir une coordination entre différents secteurs d'activité pour s'entendre sur une définition commune qu'est le développement durable, tant dans le secteur philanthropique, académique ou privé. Donc, si on veut, pas ce conflit, mais cette difficulté à trouver un terrain commun d'entente sur comment opérationnaliser le développement durable de manière collective,
pour moi, c'est un frein à utiliser la terminologie. Puis là, il faut se rappeler, avant les 17 objectifs de développement durable de 2015, on a eu les Millennial Development Goals. Donc, on a eu au début des années 2000 un premier effort par les Nations unies pour développer un cadre qui n'a pas fonctionné vraisemblablement, qui avait une approche qui était un peu plus dont les pays fortunés vont aider les pays plus en voie de développement à alléger, si on veut, la pauvreté. Donc, les Millennial Development Goals ont vraiment montré leurs limites. Et puis, le constat qui a été fait là, à la fin des années 2010, c'était, il y a un manque de ressources criant pour atteindre les Millennial Development Goals. Les indicateurs de mesure sont très vagues et ça a mené à un nouvel effort de concertation majeur, donc sur 3 ans, qui a consulté plus de 8 millions de personnes à travers le monde pour développer le cadre des 17 objectifs de développement durable. Donc aujourd'hui, je pense que je suis d'accord avec toi, Karel, c'est un terme qui est galvaudé. Il y a 1 an, avant même la crise de la COVID-19, on disait qu'on atteindrait les objectifs de développement durable d'ici 2094 uniquement. Donc, quand on parle de statistiques comme ça, c'est sûr que ça ne donne pas vraiment, ça donne une certaine résistance à adopter ou intégrer les objectifs de développement durable. Mais pour moi, la priorité ou ce que le nouveau cadre apporte à la table, c'est des indicateurs de mesure de résultats et une vision qui est transversale. Donc, comment est-ce que nos enjeux en santé, en croissance économique, en changement climatique ont un impact les uns sur les autres? Donc, pour moi, le moment de la crise en ce moment, on est à 5 ans de notre horizon 2030. Plutôt, on est à 10 ans de 2030, mais ça fait 5 ans qu'on a débuté les SDGs, les ODD. C'est un moment unique et c'est une opportunité, en fait, de dire engageons-nous maintenant sur un horizon de 10 ans avec une certaine urgence d'agir. Merci, Charles. On a souvent entendu, j'ai entendu plein de choses moi, dans le passé sur le développement durable, mais souvent, ce qu'on a l'impression, c'est que le développement durable, c'est un peu quelque chose qu'on ajoute à la fin d'une phrase ou en périphérie des enjeux, mais qu'au bout du compte, souvent, les impératifs économiques l'emportent sur le reste. Donc, je dirais vers toi, Claire, donc, je te reposerai la même question que j'avais posée. Est-ce qu'on a un concept, c'est quoi le bilan qu'on fait après 30 ans, puis qu'est-ce qui doit changer pour opérationnaliser le développement durable, passer de la parole aux actes? Merci, Karel. Merci pour l'invitation et merci d'être là, tout le monde. Je pense que mes constats sont vraiment liés, en fait, à la réalité du système économique dans lequel on existe sur la planète. On voit évidemment qu'il y a une croissance, il y a vraiment comme un écart grandissant entre les plus riches et les plus pauvres. On a toutes sortes on a un paquet de problèmes, évidemment, et puis je pense qu'il faut être capable aussi de nommer le système dans lequel on existe pour pouvoir l'adresser. Puis on a un système qui fait en sorte qu'on a une concentration de plus en plus importante de richesses chez le 1%, dont je fais partie. Alors, c'est un peu la réalité de ma famille, puis c'est la réalité aussi de plusieurs familles nantis qui font partie du milieu philanthropique. Alors, je pense qu'il faut un peu, faut être capable de nommer cette réalité-là, puis dire, il y a certaines personnes qui sont comme gagnantes, puis il y a des perdants, puis ceux qui sont gagnants deviennent de plus en plus gagnants. Donc, je pense qu'il faut vraiment s'attaquer un peu à cette problématique-là qui vient exacerber tous les autres problèmes auxquels on fait face, que ce soit la crise climatique, la crise de la COVID actuelle, le racisme systémique, parmi tant d'autres. Alors, je pense qu'il faut savoir nommer les choses, il faut être capable d'en discuter de façon honnête et ouverte, puis voir comment on peut contribuer à la solution et comment on peut aussi faire en sorte de réduire les problématiques aussi. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment dans nos choix personnels, mais dans notre contribution au système, qu'est-ce qu'on peut faire pour aussi réduire cet écart-là et réduire les effets néfastes de la société et du système dans lequel on évolue.
Oui, mais absolument. Oups, que... Bien, je te passe la rondelle dans une seconde, mais dans le fond, moi, ce que j'avais le goût de te dire, Andréane, de te poser comme question, c'est, tu sais, le développement durable, souvent, ça a été conçu comme un concept où on était capable de tout faire en même temps, puis tout allait bien aller, mais en réalité, c'est qu'il y a des compromis à faire, il y a des trade-offs, ce qu'on dit en anglais, puis particulièrement en environnement, tu sais, la crise climatique implique qu'il y a des choses qu'il faut qu'on cesse de faire. Tu sais, on ne peut pas continuer. Et souvent, un des problèmes, c'est qu'on n'est pas capable de prendre les décisions, soit d'arrêter de faire quelque chose ou de commencer de faire les choses différemment. On poursuit un peu comme si, par magie, les choses allaient fonctionner. Puis comme disait Charles, on va atteindre les objectifs en 2094. Alors, de ton côté, en environnement, comment on fait? Bien, je vais reprendre un peu une citation que sûrement on est nombreux à connaître d'Einstein qui consiste à dire que la folie, c'est de refaire perpétuellement la même chose et s'attendre qu'on va avoir des résultats différents. Et c'est un petit peu ce qu'on voit quand on regarde en fait la réalisation des objectifs de développement durable, c'est qu'en fait, si on se dote de cibles à atteindre, mais que finalement, on n'est pas capable de rendre imputables les moyens, comme Charles m'en parlait d'indicateurs, par exemple, mais de s'assurer effectivement qu'on est imputable dans l'atteinte de ces cibles et que ça va au-delà des vœux pieux, bien finalement, on ne va pas réussir à matérialiser ces objectifs-là. Il y a une dimension qui est essentielle dans les objectifs de développement durable et même la définition de développement durable, c'est que c'est profondément intergénérationnel. Donc, il y a une dimension qui est ancrée dans du long terme. Et le concept, d'ailleurs, n'est pas unique à, justement, pas nécessairement émerger seulement, finalement, avec le rapport Brundtland en 1987. C'est un concept de finalement, responsabilité intergénérationnelle qu'on retrouve dans des visions du monde et des États autochtones qui consiste à préserver, finalement, l'équilibre et l'harmonie entre les êtres animés et les êtres inanimés pour les 7 prochaines générations. C'est un concept qui est revu et qui est repris aussi dans cette notion-là de développement durable. Et on sait finalement que les crises, comme le mentionnait Claire, vont venir exacerber finalement des problématiques sociales qui sont déjà présentes. Et c'est certain que ces crises-là vont amener à des réponses souvent réfléchies sur du court terme de sortie de crise et qui viennent fragiliser même notre capacité justement à vraiment mettre en œuvre des solutions durables pour assurer un développement ou les objectifs finalement de développement durable. Alors, si on regarde au niveau des enjeux environnementaux, effectivement, les objectifs, en fait, sont intégrés, sont intersectionnels et donc, il y a une espèce de grand parapluie commun. Donc, on ne pourra pas régler, on ne peut pas attaquer les objectifs en silo, on ne peut pas les adresser seulement par secteur et de la même manière, la crise climatique, finalement, est une crise qui est profondément sociale, qui est une crise qui est profondément décoloniale, qui est profondément antiraciste. Et en fait, tout ce qu'on veut mettre en œuvre pour assurer finalement l'égalité des genres, toute une série d'objectifs, ça va permettre collectivement aussi répondre à la crise climatique à laquelle on fait face. Donc, je pense que c'est là-dessus notre grand défi, c'est justement de se doter finalement de critères d'imputabilité et de mesures d'indicateurs de résultats qui vont au-delà des secteurs et qui appellent à des collaborations beaucoup plus étroites et à une reddition de comptes vis-à-vis des citoyens de manière à ce qu'on dépasse les vœux pieux et que justement on change notre recette qui jusqu'à présent ne nous a pas amené les résultats dont on a besoin pour faire face aux crises multiples qui vont cesser de croître et de s'accumuler dans un contexte de crise climatique auquel on fait face. Tu m'ouvres une porte peut-être pour aller vers la question que j'avais prévu vous poser en dernier, mais que je vais vous poser maintenant, tu fais référence au fait que il y a toute la question, bon, que c'est une cause, il y a beaucoup d'intersectionnalité. Il y a aussi la question de donner, en fait, la question de donner une voix à des gens qui ne sont pas nécessairement entendus. Et là, on parle beaucoup aux personnes, aux minorités, aux personnes racisées, aux personnes autochtones, mais aussi, on a souvent parlé des générations futures, qui sont des gens qui, par définition, comme ils ne sont pas nés, n'ont pas voix au chapitre. Et donc, nos systèmes politiques ne tiennent pas du tout compte de leurs besoins. Par contre, dans les dernières années,
on a vu avant la COVID une mobilisation sans précédent de la jeunesse et souvent des gens ont comme un peu discarté cette mobilisation-là en disant que c'est de l'alarmisme ou tout ça. Et donc, on se retrouve avec dans une situation où on doit entendre la voix de personnes qui sont des jeunes, souvent des jeunes femmes, qui sont des personnes racisées, qui sont des personnes autochtones. Comment est-ce qu'on fait dans le domaine philanthropique, comment pouvons-nous amplifier la voix de ces gens-là puis s'assurer qu'elle soit entendue de manière à avoir justement un impact sur l'avancée du développement durable? Puis là, je ne sais pas à qui je lance la question en premier. Peut-être Claire, veux-tu commencer? Oui, en effet, je pense qu'il faut trouver des façons on dit en anglais « pass the mic », de créer de l'espace, créer de la place pour d'autres voix. Puis je pense qu'Andréane a utilisé vraiment une citation excellente. Si on continue de faire la même chose, on ne peut pas être surpris qu'on voit les mêmes problèmes. Alors, le statu quo n'est pas acceptable. On voit vraiment... c'est sûr que la crise de la COVID nous a vraiment éclairé sur les inégalités qui étaient déjà présentes dans la société. Ce n'est pas nouveau, les inégalités. On les voit bien présentes, puis on voit que malheureusement, ça va de pire en pire. Et puis, si on maintient le statu quo, on va rester dans le statu quo. Il faut savoir brasser la cage un peu et puis ça fait en sorte que, oui, on écoute des nouvelles voix, des nouvelles voix parfois qui dérangent, des nouvelles voix qui sont peut-être, comme tu le disais, Karel, les gens disent oh, c'est trop alarmiste, etc. Mais je pense qu'il faut avoir des voix de différentes parties de la société qui ont des histoires différentes de celles qu'on entend d'habitude pour déranger les choses un peu, pour penser autrement, pour agir différemment. Si on n'agit pas différemment, on va rester dans le statu quo. Et puis, je pense que dans le domaine philanthropique, on a nos façons de faire aussi. Tout le monde, dans chaque domaine, on a nos façons de faire. Puis je pense que pour se sortir de la situation actuelle, il faut sortir de nos zones de confort, faire les choses différemment, travailler en collaboration, donner des subventions à des groupes auxquels on n'a pas l'habitude de soutenir des voix différentes, des groupes différents, des jeunes, des personnes racisées. Et puis, avec ça, je pense qu'il faut aussi accepter un certain niveau d'inconfort. On va se faire déstabiliser nous-mêmes. On vit parfois dans nos zones de confort, on se sent bien à l'aise. Et puis, quand on entend des voix différentes qui questionnent le système, ça me déstabilise un peu. Il faut, je pense, vivre avec. Il faut être confortable avec you have to be comfortable with discomfort. Alors, il faut vraiment s'habituer à être questionné, à se questionner, à faire les choses différemment et à travailler avec des groupes qui ont des perspectives différentes des nôtres pour faire avancer le combat vers un monde plus durable. Merci, Claire. Andréane, toi, tu es proche du mouvement citoyen pour le climat, tout ça. Puis, quand on sait que, par exemple, dans le domaine de la lutte au changement climatique, une énorme partie des solutions qui doivent être mises en place font appel à des politiques publiques. Et que donc, on est dans une situation vraiment où le plaidoyer pour des politiques publiques en matière de climat est très, très important. Puis souvent, le milieu philanthropique a beaucoup de difficultés ou en fait a une réticence à aller financer des activités de plaidoyer en se disant ce n'est pas de la philanthropie, c'est plus politique. Et moi, je donne souvent l'exemple de la lutte au tabagisme en disant écoutez, quand on a fait la lutte au tabagisme, oui, on a fait des campagnes de prévention, oui, on a fait de la recherche pour prévenir le cancer, puis trouver des traitements, mais aussi il a fallu aussi des interventions pour faire interdire la cigarette dans les lieux publics et des choses comme ça. Et je me disais, j'aimerais te lancer là-dessus. Est-ce que, d'après toi, la philanthropie a un rôle à jouer pour soutenir le plaidoyer politique? Puis de quelle façon est-ce qu'on peut le faire pour permettre à des groupes citoyens de conserver leur liberté de parole, si on veut, puis faire en sorte aussi que la philanthropie ne devienne pas elle-même politisée. Comment tu vois cette relation-là? Je suis certain que tu l'as déjà développé beaucoup dans le cadre des travaux que vous faites.
Oui, bien en fait, absolument. Au projet de la réalité climatique, on travaille beaucoup sur la littératie des politiques publiques parce que effectivement, on voit de façon assez spontanée, et tout particulièrement au Québec, une culture et une histoire de la mobilisation citoyenne qui a vraiment façonné la société dans laquelle on est aujourd'hui. Puis cette, on va dire, mémoire citoyenne institutionnelle est super importante pour amener du mouvement, pour justement sortir du statu quo, comme Claire le mentionnait. Mais par contre, une mobilisation qui prend la rue, on l'a vu même de façon très impressionnante symboliquement en septembre 2019, si ça ne se traduit pas, encore une fois, par des politiques publiques réellement ambitieuses et qui permettent d'opérationnaliser les valeurs qui sont défendues dans la rue, bien finalement, ça peut même amener une certaine forme de cynisme. Donc, si on n'arrive pas à réellement et ultimement, ça ne nous donnera pas les résultats et les impacts qu'on vise et dont on a cruellement besoin pour faire face à la crise climatique dont il est question. Donc, pour être capable de faire ça, il faut s'assurer évidemment que la démocratie soit réellement participative et que les citoyens et les citoyennes sont capables d'interagir avec leurs élus, sont capables aussi, on parlait d'imputabilité, de tenir les engagements que prennent nos élus, notamment en participant à l'accord de Paris. Comment ça se traduit dans nos politiques locales, comment ça se traduit avec des objectifs concrets et d'être capable de les mesurer. Mais pour faire tout ça, il faut que les citoyens soient outillés pour comprendre finalement les pouvoirs qui incombent à différents paliers de gouvernement, comment on peut interagir avec nos élus et s'assurer que réellement ce que l'on souhaite voir mis en œuvre dans des politiques climatiques ambitieuses le soit réellement. Donc, ça signifie évidemment outiller les citoyens pour qu'ils soient capables de faire ça, pour que cette opérationnalisation-là soit effective. Et évidemment, on est tous gagnants dans cet exercice-là parce qu'on va avoir une démocratie qui nous ressemble davantage et aussi ça amène plus de transparence. Les élus sont plus proches des citoyens et vice-versa. Les citoyens se rapprochent de leurs élus et justement, on est capable de croire, et finalement, c'est un peu notre pacte social. On croit au fait que notre système de gouvernance peut amener à des résultats et du changement pour le bien commun. Et justement, on matérialise ça en rapprochant les citoyens. Et donc, je pense qu'il y a un élément que Claire mentionnait de considérer qu'effectivement, plus les citoyens sont outillés pour comprendre les politiques publiques et pour tenir imputable leur gouvernement, ça se traduit aussi par comment je pourrais dire, une politisation de l'espace public, mais ça ne veut pas dire que ça devient partisan. Et je pense qu'il y a une distinction à faire. Le fait que la philanthropie soutienne la mobilisation citoyenne, par exemple, ou soutienne la littératie des politiques publiques, c'est l'engagement citoyen, quelque part, ce n'est pas nécessairement partisan. Ce dont on doit se méfier, c'est évidemment de soutenir certaines initiatives qui sont partisanes. Ça, même comme organisme de charité, par exemple, il y a des distinctions importantes donc on est tenu légalement de respecter. Mais par contre, c'est tout à fait sain d'avoir des sociétés qui sont politisées et qui prennent action, finalement. Donc, là-dessus, il faut soutenir les mouvements citoyens et comme le mentionnait Claire, je pense que ça veut aussi dire d'être beaucoup plus souple et agile dans la manière dont on accompagne les initiatives citoyennes parce que certaines sont réellement, comme on dit, grassroots. Donc, on peut nécessairement une structure avec des employés qui sont capables de faire la reddition de comptes et ce qui est parfois exigé lorsqu'on est dans une relation avec un bailleur de fonds. Donc, d'avoir un accompagnement et même parfois créer des coalitions où un organisme à but non lucratif, par exemple, peut soutenir et accompagner d'un point de vue administratif des initiatives citoyennes. Ça peut être des exemples de solutions pour permettre une plus grande mobilisation. Et aussi, un dernier point, si l'on regarde, par exemple, l'exemple de la France qui a eu une convention citoyenne sur le climat qui a été convoquée par le gouvernement, on remarque au Canada ou même au Québec, on n'a pas eu ce type de mobilisation de l'État des citoyens en demandant finalement, on veut vous interpeller sur les questions climatiques et réfléchir à un projet collectif. Ça pourrait être une initiative qui est propulsée, par exemple, par le milieu de la philanthropie pour s'assurer, encore une fois, que de façon non partisane, la société civile contribue à réfléchir des politiques publiques ambitieuses en matière de climat.
C'est tellement important, d'autant plus qu'on constate en ce moment qu'il y a une perte de confiance des citoyens dans les institutions. Il y a une désaffection des citoyens aussi devant l'exercice de la citoyenneté. Puis on voit à quel point ces choses-là peuvent finir par gruger les fondements même de ce qui nous permet d'agir collectivement. Moi, personnellement, j'avais été j'avais été surpris, puis agréablement surpris de voir la mobilisation des jeunes dans la question du climat, parce que quand j'avais 15 ans, moi, je me souviens que c'était Amnesty International qui avait organisé des marches à Montréal, puis ça a été les premières fois où j'avais vraiment exercé ma citoyenneté pour la question des droits de la personne. Puis c'est comme ça qu'une personne, enfin, des adolescents, des jeunes adultes se font initier à l'exercice de la citoyenneté, puis la cause du climat a permis de montrer à beaucoup de jeunes que quand ils se réunissent, ils peuvent avoir une très grande force. Et c'est quelque chose de positif dans une société d'avoir des citoyens, des citoyennes actifs. J'aimerais retourner maintenant à la question que je pensais vous poser en deuxième, puis je vais aller vers toi, Charles. J'avais un collègue à la Fondation David Suzuki qui avait travaillé pendant plusieurs années dans un centre de recherche des Nations Unies en Norvège sur les questions des modèles économiques, et il disait en ce moment, on essaie de changer les applications sur notre iPhone alors que c'est le système d'exploitation du iPhone qui est un problème. Donc cette métaphore-là voulait dire essentiellement que le système d'exploitation de notre économie est problématique. On a beau essayer de changer les applications des 17 objectifs du développement durable, si on ne réussissait pas à aller chercher, aller se questionner sur les causes systémiques, les enjeux systémiques, on n'arrive pas finalement à faire les changements parce que notre système d'exploitation finit toujours par prendre le dessus sur nos applications. Et je trouvais que c'est une belle image. Puis je voulais retourner vers toi parce que quand on se projette encore sur 2030, là, on est entré en 2020 dans la pandémie. On a vu, ça a mis en relief tout un paquet je dirais, des enjeux qu'on a par rapport à notre système d'exploitation. Il y a des choses qui ont bien fonctionné. On a réussi quand même à répondre, à aider les gens dans le besoin le mieux qu'on pouvait dans les circonstances, mais quand même, on est entré là-dedans et on se rend compte qu'il y a des problématiques importantes. D'après toi, quels sont les enjeux systémiques, quelles sont les priorités que la philanthropie devrait aborder pour débloquer les enjeux systémiques qui nous empêchent d'accélérer dans les objectifs de développement durable? Très bonne question. Je vais faire du pont avec ce que Andréane vient de dire par rapport à la citoyenneté active, la société civile, parce qu'on mentionne qu'un frein qui est hermétique au changement, c'est l'administration publique. Donc, c'est pour ça que le plaidoyer devient important, soit par des citoyens, par des innovateurs sociaux, des entreprises, des entrepreneurs d'impact. Et puis, sans ce pouvoir-là, en fait, d'aller influencer les politiques publiques, ça ralentit un petit peu le processus. Donc ça, c'est une première barrière qui est hermétique au changement. Maintenant, comment la philanthropie peut appuyer ces efforts de transformation systémique-là? Je pense qu'il faut garder un focus où on a des besoins qui sont court terme en ce moment, soit répondre aux enjeux de la crise sanitaire, et deux, penser au futur, donc dans 2030, comment est-ce qu'on souhaite que la société fonctionne. Donc, je pense que le secteur philanthropique a step up quand même dans les 8 derniers mois pour répondre de manière plus concertée, de manière plus collaborative aux enjeux que la crise sanitaire a présentés sur le terrain. Maintenant, je pense que le volet qui peut être bonifié, si on veut, et rapidement, c'est soutenir des actions de mobilisation systémique, donc celles qui vont réfléchir à la transformation des systèmes plus sur le long terme. Et souvent, ces efforts-là de mobilisation, que ce soit par les jeunes qui font une marche sur le climat, que ce soit par des entreprises qui n'ont pas nécessairement de numéro de charité. Donc, j'ai vu une question justement dans le chat de Mme Dufresne par rapport aux limitations parfois d'avoir des numéros de charité. Donc, pour moi, ce qui a besoin d'être fait présentement, c'est une prise de risque plus grande du secteur philanthropique, c'est-à-dire de acknowledge, pardon l'anglicisme, que le moment dans l'histoire en ce moment est unique et ça représente un moment où est-ce qu'on peut commencer à réfléchir au futur. Donc, il faut être capable de prendre plus de risques et de faire confiance en des nouvelles solutions transformatrices qui
qui ne sont habituellement pas supportés. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, puis là, je vais faire référence aux 2 ateliers précédents qu'on a tenus avec la Fondation du Grand Montréal et l'Institut Mallet. Une chose qui ressort beaucoup, c'est qu'il faut réfléchir en dehors des projets, donc des initiatives qui sont sur 1 an, sur 2 ans. Ce à quoi on a besoin de réfléchir, c'est du capital qui est patient. Lorsqu'on parle de soutenir des initiatives, donc les objectifs de développement durable, éradiquer la pauvreté, puis vous avez fait un bon topo dans le rapport des signes vitaux, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire rapidement. Et même en 20 ans, on se rend compte que les progrès sont très limités. Donc, soutenir la capacité des organisations vers le long terme et de réfléchir davantage à un retour sur l'impact que ça peut avoir dans le futur, pour moi, c'est le deuxième volet qui est très important pour la résilience du système. Et la troisième, qui est une notion que j'aime utiliser peut-être dans le renouvellement peut-être des fondations philanthropiques, c'est la notion de perpétuité versus durée déterminée de différents projets qui vont être mis en place. Donc, je pense qu'on a beaucoup de fondations qui ont des objectifs un peu à perpétuité, tandis qu'ici, on a un horizon de 10 ans à atteindre pour 2030. On est en 2020. Et puis, se donner des objectifs avec le secteur philanthropique à atteindre pour 2030 maintenant, pour moi, ça représente encore une fois une opportunité. Et je pense qu'il faut regarder les données aussi des 10 dernières années qu'on a un peu pour informer notre décision. Si on regarde au Canada, les actifs, par exemple, des fondations publiques et privées canadiennes, il y a une croissance de 147 % en 2008 et 2018, tandis que la croissance des dons est à 85 %. Donc, il y a un écart très important entre la croissance du capital, plus à perpétuité, et l'utilisation, en fait, pour opérationnaliser sur le terrain. Et selon moi, c'est vraiment un moment important pour ces changements-là. Et je pense, je vais ajouter ce dernier point, je ne pense vraiment pas que la solution doit venir uniquement du secteur philanthropique. Au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de fondations qui ont comme des organismes sur le terrain, ont des petites équipes, ont des moyens limités pour analyser un peu tout ce qui se passe. Donc, il faut simplifier la vie et des organisations et des fondations philanthropiques. Et pour moi, en 2020, c'est des outils technologiques, c'est une clé super importante pour y penser. Merci, Charles. Avant de lancer la balle à une autre de nos 2 panélistes, on a encore une bonne douzaine de Christophe Leduc dans notre liste. Si vous voyez que votre nom est Christophe Leduc et que vous n'êtes pas Christophe Leduc, on vous invite à aller cliquer sur les 3 petits points là, dans votre écran, puis vous pouvez vous renommer. Comme ça nous permettra de voir qui est qui. C'est toujours agréable souvent on se rend compte qu'on connaît des gens. Alors, merci beaucoup. Claire, j'aimerais lancer la balle vers toi parce que la Fondation Trottier a été très, très, très proactive to walk the talk, notamment pour adresser, passez-moi l'anglicisme, adresser les enjeux systémiques, notamment dans vos politiques de placement, mais à travers tout ce que vous faites. Puis j'aimerais ça peut-être que tu nous partages un peu, ça a été quoi votre réflexion? Qu'est-ce qui fait que, comme je dirais que you're breaking new ground et que vous innovez autant que ça? J'aimerais ça t'entendre sur votre expérience. Merci. Oui, en fait, juste pour revenir au Christophe Leduc, je trouve ça vraiment drôle. Je veux savoir c'est qui le vrai Christophe Leduc, mais anyway, c'est toi. OK, salut. Oui, en fait, je sais pas, j'ai pas vraiment une belle explication à offrir. Je pense qu'on a une réflexion en famille. Je veux dire, on est une fondation privée familiale. Donc, je suis vraiment chanceuse, vraiment, d'être née dans une telle famille. C'est vraiment gagner la loterie là, de la vie. Et puis, on est une famille qui discute d'enjeux politiques de façon courante. On parle beaucoup de tous les enjeux là, qui font partie des Sustainable Development Goals, je m'excuse. Et puis,
je pense qu'on veut aussi essayer de vivre nos valeurs, d'être comme alignés, arrimés dans nos valeurs. Alors, si on est une fondation, par exemple, qui a comme enjeu principal les changements climatiques, alors il faut aussi se regarder dans le miroir puis voir, OK, qu'est-ce qu'on fait dans nos autres, pas seulement dans nos dons qu'on fait, quelles sont nos autres actions, quelles sont les autres façons qu'on interagit avec le monde, puis est-ce qu'on est aligné avec notre but d'arriver à combattre les changements climatiques. Alors, avec cette réflexion-là, on a décidé, bien, il faut qu'on soit arrimé là dans tous nos sphères d'action, puis ça inclut nos investissements. Donc, ça veut dire se désinvestir de tout ce qui est comme sable bitumineux, l'industrie fossile. Alors, il fallait faire des décisions comme ça pour pouvoir dire, OK, d'une part, OK, on donne des dons pour essayer de combattre les changements climatiques, puis de l'autre côté, on contribue au changement climatique. Alors, c'est ça, il fallait s'aligner. Puis je pense que c'est ça, il faut adresser les enjeux systémiques, il faut regarder le système au complet, puis voir comme, il ne faut pas adresser les problèmes en silo. C'est sûr qu'un projet en particulier ou un organisme en particulier a des missions, puis des projets et des visions particulières, mais il faut avoir peut-être une vue d'ensemble, puis voir quels sont les différents leviers qu'on peut utiliser pour faire avancer l'enjeu des changements climatiques, par exemple. Puis juste pour revenir à un point qui a été soulevé plus tôt, comment faire pour soutenir des nouvelles voies, les mobilisateurs terrain, la jeunesse qui n'ont peut-être pas c'est pas des organismes charitables. Il y a des façons de le faire. Alors, par exemple, on a facilité avec un don la création du Hub Climat qui offre des services et un soutien aux mobilisateurs terrain dans les changements climatiques au Canada. Donc, c'est une façon de venir amener un soutien à ces groupes-là. Ce n'est pas en donnant un chèque directement à un groupe de jeunes, mais c'est en offrant un soutien structurant au secteur de la mobilisation citoyenne sur les enjeux climatiques. Alors, il y a des façons de faire. Si on veut le faire, on peut le faire. Il faut faire les choses un peu différemment. Puis je pense que Charles l'a très bien dit, il faut être capable de prendre des risques. Si on reste toujours dans notre zone de confort, on fait toujours la même chose, on va continuer, on va avoir plus de difficultés à faire avancer les choses. Mais si on est capable de penser différemment, d'agir différemment, puis de prendre un peu de risque, on peut avoir un plus grand impact. Merci, Claire. Andréane, de ton côté, ce serait quoi les obstacles que la philanthropie pourrait aider à lever pour permettre justement des plus grands changements systémiques? Puis là, je ne parle pas uniquement pour la question du climat, mais plus largement que ça, parce que je sais que tu es impliqué aussi. En fait, comme tu disais, il y avait de l'intersectionnalité dans la question climatique elle-même. Donc, parce que le secteur philanthropique se questionne beaucoup, puis est très, comment je dirais, reçoit les signaux là, de ce qui se passe dans notre société. Donc, on cherche toujours à s'adapter. Donc, ce serait quoi dans les prochaines années? Puis encore là, en disant, d'ici 2030, on essaie de donner un grand coup pour accélérer l'atteinte des ODD. Est-ce qu'il y a des obstacles, est-ce qu'il y a des choses que la philanthropie peut faire qui permettraient justement des transformations systémiques? Ben oui, absolument. Mais déjà, j'abonde dans le sens de Claire et de Charles. Définitivement, il y a beaucoup de points qui ont soulevé avec lesquels je suis complètement en accord, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais on voit souvent que la façon dont sont construit les missions des organismes ou même les priorités de financement, les priorités stratégiques de financement de fondations sont parfois construites un peu comme par niche ou par silo. Et ce qu'on a de cesse de constater, justement, et c'est ça qu'on veut dire quand on parle d'intersectionnalité, c'est qu'en réalité, ce n'est pas des vases clos, ça communique. Donc, les enjeux sont liés les uns aux autres. Et tout particulièrement, quand on regarde les questions liées au climat ou à l'environnement, finalement, ça devient un enjeu qui est parapluie à l'intérieur duquel il y a toute une série d'autres enjeux qui peuvent être adressés et abordés lorsqu'on se penche là-dessus réellement. Donc, je pense que, premièrement, de réfléchir les programmes de financement de façon beaucoup plus intersectionnelle et holistique aussi, ça facilite ces échanges-là et de la même manière, ça permet aux organismes, comme le mentionnait Charles, de réfléchir à des programmes qui sont aussi
qui réfléchissent à redéfinir les structures, justement, qui amènent réellement une définition qui propose de réels changements structuraux. De la même manière, comme on l'a vu, je pense qu'il y a dans les modes de gouvernance aussi de comment on choisit les projets qui reçoivent du financement. Je pense qu'on pourrait être plus créatif. On parle beaucoup de mobilisation citoyenne, de réfléchir aussi comment il pourrait y avoir une participation sous la forme de, je pense à la Fondation Beatty, par exemple, qui a mis en œuvre des processus pour la sélection des projets qui permet justement de réfléchir et d'amener d'autres voix qui ne sont pas nécessairement celles qui choisissent traditionnellement les projets, de mettre de l'avant des modes de sélection des projets par jury, par exemple, par jury d'expertise, par milieu, pour s'assurer que finalement, il y a une reconnaissance par les pairs PAIRS par rapport à certaines problématiques et qu'il y a une diversification des voies qui permettent de choisir des projets. Je pense aussi qu'au niveau des organismes, ça a été mentionné également par Charles et par Claire, nous aussi, on a un examen de conscience à faire comme organisme de charité pour réfléchir nos propres modes de gouvernance. Au projet de la réalité climatique, on travaille beaucoup sur un modèle d'engagement distribué et on essaie de plus en plus à aller vers des modèles décentralisés. Donc, par exemple, les carrefours climatiques communautaires ou Community Climate Hubs, qui sont justement cette initiative où ce sont des citoyens qui sont aux commandes finalement et qui mènent des projets qui sont vraiment ancrés pour accélérer la transition dans leur ville. Donc, je pense que comme fondation, encourager des initiatives qui ont des modèles beaucoup plus agiles, beaucoup plus décentralisés, ça permet aussi de contribuer finalement à mettre de l'avant cette démocratie participative et s'assurer que des voix qui sont moins présentes ou qui sont moins entendues ont aussi du soutien et sont capables finalement de faire rayonner leurs objectifs et aussi d'amplifier les messages qu'ils défendent. Voilà essentiellement des pistes pour réfléchir comment la philanthropie peut contribuer activement à redéfinir les structures. Et je pense, comme l'a mentionné aussi Claire au début, il ne faut pas avoir peur de nommer les choses, en fait, et de faire un examen réel des sources du problème. Donc, de réfléchir aussi à nos modes de consommation et à des modes alternatifs. Donc, de réfléchir, par exemple, à des réflexions structurelles autour de la décroissance et de modes de vie, de modes de consommation. Il y a toute une série de groupes citoyens qui amènent ces réflexions-là et je pense qu'on a beaucoup de travail à faire pour les explorer en profondeur et donc les soutenir contribue à cet effort collectif. Merci, Andréane. Avant d'ouvrir la discussion aux questions des participants, je voudrais juste lancer une dernière petite question très courte à Charles. Parce que, dans le fond, Charles, ton day job, toi, c'est accélérer les objectifs de développement durable. Et là, je me dis, disons que l'année prochaine, on va au colloque de PFC, puis je te croise, là, on est en train d'aller chercher un café, c'est la pause du matin. Puis là, on se rencontre, toi et moi, puis là, tu me dis, hey, il s'est passé quelque chose de fantastique. Depuis 1 an, on a vraiment réussi à faire pivoter les choses. Ce serait quoi qui se serait passé? Ce serait quoi? Qu'est-ce qui va se passer cette année qui répondrait à tes rêves les plus ambitieux? Écoute, merci de poser la question. Tu remarqueras que j'ai assumé qu'on serait en personne l'an prochain, ce qui est déjà très optimiste, mais je pense que c'est faisable. Je pense que c'est faisable aussi d'ici 1 an. D'abord, pour peut-être un petit contexte sur Accélérer 2030, la mission de l'organisation, c'est d'accélérer la création de partenariats qui sont innovants et efficaces entre différents secteurs de la société. Et dans ces différents secteurs de la société-là, on inclut les gouvernements, le secteur philanthropique, le secteur académique, le milieu de l'innovation. Donc, me demander qu'est-ce qui serait un succès dans 1 an, si je prends la lentille en fait d'aujourd'hui, qui est qu'est-ce que la philanthropie peut faire autrement pour accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable, c'est qu'on a mis en place un partenariat porteur qui inclut différents intervenants, tant au niveau des fondations privées, publiques, au niveau des gouvernements, au niveau de la société civile que je représente. Avant tout, je me considère comme un citoyen engagé dans la mission des 17 objectifs de développement durable. Donc, je suis un citoyen de la société civile avant tout.
Et ce qui permettrait, dans un an, c'est d'avoir un système simplifié, autant pour les fondations que pour des organisations qui visent à faire des changements systémiques sur le long terme, qui s'est matérialisé, donc du moins un processus de collaboration qui a été mis en place pour standardiser ou simplifier la collaboration entre le secteur philanthropique et le secteur plus des porteurs de solutions, donc les systems changers, je ne sais pas en français qu'est-ce qu'on peut dire. Donc, et pour moi, cette solution-là, ça passe par les outils du 21e siècle, par la technologie. Donc, je pense qu'il y a un gros travail de sensibilisation encore aux objectifs de développement durable, chose que je fais sur une base quotidienne. Et la première étape, c'est de mobiliser l'ensemble des secteurs d'activité vers un plan d'action collectif. Donc, tant et aussi longtemps qu'on n'adhère pas collectivement à 17 ODD, à se dire il y a des indicateurs à atteindre, on peut les contextualiser dans le contexte canadien, québécois, il y a des stratégies en place pour ce faire. Si on n'est pas capable de s'entendre que c'est un cadre ou un plan d'action commun pour tout le monde, eh bien, dans un an, on pourra en reparler. Donc, la première étape, c'est vraiment mobiliser vers un plan d'action collectif et deux, simplifier la collaboration avec des outils du 21e siècle, la technologie. Donc, ce que j'entends un peu de ce qu'Andréane disait, de ce que tu dis, la philanthropie a un rôle à jouer pour essayer de décloisonner les silos, s'ouvrir aux voix, peut-être qui sont des voix qui sont moins entendues, impliquer ces voix-là dans la prise de décision, puis ensuite travailler à essayer d'établir des partenariats qui sont moins traditionnels, mais qui permettent vraiment de débloquer des choses. Ben écoutez, on a un petit 5 minutes d'avance qui nous laisse 20 minutes pour répondre à vos questions ou vos commentaires. Ce que je comprends, c'est que vous pouvez les mettre, en fait, poser vos questions dans le chat et ensuite, moi, je vais relancer nos panélistes avec vos questions. On va se laisser un petit temps. Peut-être aussi, si on a la chance, c'est toujours intéressant s'il y a des gens qui peuvent poser leurs questions aussi, mon Dieu, directement, là, pas seulement par écrit. Mais je vous demandais quand même de les garder très courtes pour s'assurer qu'on ait le plus de gens possible qui puissent intervenir. Vous pouvez juste désactiver votre micro et participer directement. Je vois Michel Angelier, allez-y. Oui, j'aurais aimé la dernière question posée à Charles, mais à PFC. Parce qu'on parle de concertation, de mobilisation, mais à l'intérieur de tout ça, un des joueurs majeurs, c'est la philanthropie. Mais en même temps, il y a d'autres modèles que moi, j'ai déjà vécu qui permettaient d'asseoir la société civile et aussi les fonctionnaires, les élus, etc. Donc, je vous ai envoyé une référence sur un modèle qui s'appelait antérieurement le National Roundtable pour Environment Economy, qui était cofinancé par le bureau du premier ministre, mais aussi vraiment l'idée par les principaux acteurs. Donc, moi, dans ma tête à moi, je vois un rôle très important de concerter la philanthropie, puis j'étais curieux de voir la position de PFC là-dessus. Merci, Michel. Dans le fond, pour la petite histoire, on a tenté, dans mon ancienne job, j'ai tenté pendant 5 ans de convaincre le gouvernement du Québec de créer l'équivalent d'une table ronde, puis ça n'a jamais fonctionné, malheureusement, mais on ne lâche pas. Jean-Marc, tu veux répondre à la question? Oui, brièvement. Avec Imagine Canada, on a essayé de créer justement une table de concertation avec le gouvernement fédéral. Nous avons eu une réunion avec le ministre Hussein le samedi dernier, qui était très ouvert à l'idée. Bon, mais il y a besoin de l'approbation du cabinet au complet. Et cette table de concertation, c'est pas se veut permanente. C'est pas associé à la crise comme telle. La crise est l'élément déclencheur, mais elle se veut permanente. Donc, c'est ce qu'on appelle
en anglais Home in Government, qui nous manque au sein du gouvernement fédéral. Donc, le dossier reste à voir. On va probablement mobiliser le secteur si on n'a pas de progrès, de pousser là-dessus et pousser sur des changements dans le cadre réglementaire pour les OBLS. Donc, avec des élections qui s'annoncent au printemps, probablement, un effort de mobilisation qui sera nécessaire. Donc, on vous garde informé là-dessus. Est-ce que dans votre modèle, juste faire du pouce, est-ce que dans votre modèle, vous avez regardé comment impliquer l'industrie? Parce que le gouvernement est très, comment je peux dire ça? Il ne faut pas avoir des dialogues en silo, il faut avoir toutes les parties prenantes et l'industrie est un joueur majeur là-dedans, au même titre que les élus, au même titre que le citoyen, au même titre que le milieu philanthropique et associatif. Donc, il faudrait éviter là, de recréer un modèle par silo parce que finalement, ça va être régné par diviser. Oui, je suis complètement d'accord. Un modèle que le gouvernement a beaucoup apprécié, c'est l'implication des banques pour supporter les entrepreneurs de la communauté afro-canadienne. Et on examine quelque chose de semblable dans la discussion ici. Par contre, on sait que le secteur privé a plusieurs portes d'entrée au sein du gouvernement fédéral. Et comme nous, comme secteur, on n'a aucune. On a des portes d'entrée individuelles comme organisation, mais comme secteur, on n'a pas de place pour avoir des discussions d'ensemble de ce qui se passe, le rôle de notre secteur pour le tissu social, pour le bien public. On fait ça, mais on ne fait pas ça en isolement, sans le gouvernement, sans le secteur privé. Donc, ces autres acteurs doivent être à la table. On veut avoir une table pour avoir ce type de conversation. Merci. Merci. Est-ce qu'on a d'autres commentaires, questions? Ah, je vois quelque chose ici. Oui, on a une question de Claudie Desrochers. Je vais vous la passer. Comment, en tant que fondation qui œuvre dans le secteur de l'éducation et qui a fait de grands efforts de développement durable, on peut amener des grands partenaires financiers à entrer dans ce mouvement de développement durable? Nous n'avons pas de pouvoir sur eux. C'est une excellente question. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans nos 3 panélistes qui voudrait se lancer? Je demanderais. Les grands partenaires financiers, vous voulez dire d'autres fondations ou le secteur financier, les banques? J'imagine qu'on peut le prendre au sens large. Secteur financier, assurance. Oui, je veux dire, mais premièrement, je pense que en ce qui concerne, par exemple, les changements climatiques, les fondations qui ont un capital investi, qui peuvent investir, on peut faire des choix dans la façon qu'on investit nos actifs. Ça, je pense que c'est une façon d'engager le secteur financier, de parler à vos asset managers, puis poser des questions difficiles au sujet. Puis ça peut être pas juste des changements climatiques, ça peut être aussi lié à d'autres enjeux, l'équité homme-femme, les modes de gouvernance, l'exploitation de diverses ressources, la façon que différentes entreprises interagissent, agissent comme un acteur social dans leur communauté. Il y a plusieurs différentes façons d'évaluer des portfolios d'investissement avec ces facteurs-là. Alors, je pense que c'est une façon d'avoir une influence. Nous, quand on a commencé à poser ces questions-là au Canada, il y avait très, très, très peu de produits qui étaient disponibles. Et puis, c'est en posant des questions, on n'était pas les seuls, mais c'est en posant des questions puis en disant, nous, notre objectif, c'est ça, puis on veut faire ça. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous offrir? Puis, ils ont créé des produits en réaction. Donc, ça, c'est un exemple. Je pense qu'on peut agir aussi dans la façon qu'on fait nos dons et qu'on agit en tant qu'organisme philanthropique, mais aussi dans d'autres sphères de vie, en parlant à nos amis, là, nos familles qui ne sont pas nécessairement dans le domaine philanthropique, mais qui œuvrent dans d'autres domaines, pour dire qu'est-ce que vous faites, vous, dans votre entreprise? Est-ce que vous analysez votre empreinte de carbone? Est-ce que vous avez
des indicatifs, des indicateurs de performance en environnement, dans les enjeux sociétaux. Alors, je pense aussi en ayant ces conversations-là dans notre entourage, on peut aussi avoir un impact. J'ai participé à un des workshops, c'était hier ou avant-hier, sur l'antiracisme, et on a parlé beaucoup de pouvoir, différents types de pouvoir. Alors, en tant qu'individu, nous avons différents types de pouvoirs. Alors, je pense qu'il faut aussi réfléchir à la façon qu'on utilise ces différents types de pouvoirs-là dans toutes les sphères de vie pour avoir un impact. Tout à fait. Je vais passer la parole. Il y a Charles qui voulait intervenir. Je vois Andréane, toi aussi. Une chose qui est importante, c'est que il faut être exigeant, puis des fois, on abandonne parce que ça fait des conversations qui sont inconfortables. Et donc, moi, je pense qu'il faut être capable de maintenir, quand on travaille avec des partenaires, des grands groupes financiers, de dire, ben, il ne faut pas faire seulement des choses qui nous donnent une bonne image, il faut faire des choses qui ont un impact véritable. Et ça fait un petit peu plus mal d'aller vers l'impact véritable, ça demande plus d'efforts, là. Charles, tu voulais commenter, puis ensuite Andréane. En fait, je demandais la clarification sur quel type de partenaire on faisait référence, mais le seul point que j'ajouterais, on parle d'éducation dans la question et de développement durable. Chose qu'on tente de faire avec Accélérer 2030, c'est d'arrimer en fait chaque enjeu qui est un peu cloisonné avec une stratégie globale du développement durable. Donc, à travers la lentille des ODD, le numéro 4, l'éducation de qualité, en engageant un grand partenaire financier, en se basant sur des données d'impact, des indicateurs de performance qui existent, ben pour moi, on utilise un langage commun qui est dans l'éducation, mais qui touche finalement au développement durable dans son ensemble. Donc, c'est ma petite intervention. Merci, Andréane. La mienne va dans le même sens, en fait, c'est avec le concept de communicateur de confiance, donc d'être capable de trouver, il y a toute une série de rapports issus du secteur financier, tout particulièrement du secteur des assurances, qui témoignent en fait des impacts financiers, du coût finalement de la crise climatique. Et donc, ces secteurs-là s'intéressent de très près aux impacts financiers des changements climatiques, parce qu'évidemment, quand on pense au secteur des assurances, ça complexifie énormément le travail pour leur secteur et ça a des coûts exubérants. Et donc, je pense que d'aller chercher des données aussi qui sont issues de ces secteurs-là pour interpeller, c'est un premier élément, mais surtout mettre de l'avant les solutions pratiques claires. Et la Fondation Trottier sont un excellent exemple de leadership en la matière, mais aussi de partager les leçons tirées du fait de justement réinvestir ses capitals financiers et de voir comment concrètement on peut le faire. Donc, je pense que de mettre de l'avant une espèce de mutualisation des connaissances où on échange les meilleures pratiques et les solutions qui ont déjà été mises en œuvre par ces secteurs-là, ça peut être un moyen efficace finalement d'amener dans la transition ces secteurs-là et d'influencer finalement ces secteurs. Merci beaucoup. On en est où dans nos questions? N'hésitez pas à désactiver juste le micro et à poser vos questions directement aux panélistes. Sinon, moi, j'en ai d'autres questions. Je me disais, aucun Christophe Leduc, notre question. Vous devrez. Je vois Michel Angelier ici. Pardon? Oui, moi, j'étais curieux de savoir, est-ce que dans la stratégie d'éducation, puis j'allais plus large, là, de communication, est-ce qu'on envisage peut-être la possibilité d'utiliser des canaux de communication, des outils style, on va dire, Télé-Québec, etc., où est-ce qu'on est capable justement de créer ce dialogue-là? Où est-ce qu'on peut avoir des émissions d'échange de contenu, puis peut-être regarder même les émissions du midi qui amènent quand même des codes d'écoute là, sur Radio-Canada, etc. Fait que j'étais juste curieux de voir si dans notre effort de mobilisation, concertation, on ne pouvait pas justement interpeller, engager le citoyen via l'utilisation de canaux de communication, de partenariat et de pouvoir voir comment on pourrait cofinancer peut-être le soutien
de ces émissions-là? C'est une excellente question. Dans le fond, c'est un peu de quelle façon est-ce que les médias peuvent jouer leur rôle pour activer ce dialogue-là dont on a besoin. Puis c'est particulièrement difficile parce que les médias sont en crise, comme on le sait. Puis leurs revenus vont vers les réseaux sociaux qui sont en train de polariser de plus en plus. Je pense que ça fait appel à toute la question d'avoir des institutions en santé, incluant nos médias. Je ne sais pas si qui voudrait répondre en premier là-dessus. Je peux me lancer. Je fais partie d'un groupe de réflexion sur le journalisme au Canada dans le milieu philanthropique et ce sont des questions qu'on discute. Et puis, les enjeux des médias en général, l'état des médias au Canada à travers le monde, c'est sûr que c'est difficile. Les déserts médiatiques dans les régions, le manque de représentation de la diversité raciale dans nos médias. Il y a plein d'enjeux. Et puis, je pense qu'Arel aussi a pointé un peu aussi aux GAFAM là, qui jouent un rôle là-dedans. Je pense que oui, il y a un rôle pour la philanthropie à jouer dans les médias, en soutenant des médias indépendants. Et on peut trouver des projets intéressants qui pourraient faire une différence. Puis on commence à faire un peu de travail en ce sens dans notre fondation. Parce que je pense que oui, en effet, les médias jouent un rôle très important sur les discours dans la société, la façon qu'on aborde certaines questions. On parle des problèmes vraiment fondamentaux dans notre société. Et puis, avec la polarisation et les problèmes dans les médias, ça n'aide pas la situation. Donc oui, en effet, je pense que les fondations devraient s'engager dans le monde des médias, dans le monde du journalisme. Puis il y a différentes façons de s'y attaquer. Je pense que votre idée est excellente. J'aimerais bien voir un programme comme ça. Mais je vous admets que moi, je ne regarde pas beaucoup la télé. Moi, je consomme mes nouvelles surtout en ligne. Donc, il faut avoir différentes stratégies, je pense. Il faut avoir différentes stratégies parce qu'il y a différentes sources d'informations. Puis, je pense que le milieu philanthropique devrait s'engager plus. Parce que tantôt, vous parliez quand même, là, vous parlez de trouver les effets, les leviers stratégiques. Ça n'en serait un. Et souvent, il y a des très grands philanthropes qui viennent justement du milieu des médias, qui pourraient accepter probablement d'être des courroies de transmission. Puis, je veux dire, il y a des organismes autour des fondations. Je pense à un organisme comme la vôtre ou Équiterre qui ont des discours intéressants d'éducation qui peut interpeller autant monsieur, madame, tout le monde que les contenus en écologie dans les classes en termes de matériel pédagogique. Et là, l'idée, c'est comment on est capable d'orchestrer un genre de financement. Mais moi, je pense qu'il y a des organismes nationaux comme le CRTC qui peuvent être interpellés justement à réfléchir à comment un certain pourcentage du contenu pourrait être favorisé, puis comment les chaînes doivent répondre à cette mission nationale-là, parce que ça n'en va aussi pas juste pour, je dirais, les organismes, mais aussi pour le leadership du gouvernement canadien. Mm-hmm. On revient à la question des politiques publiques à nouveau. Andréane, Charles? Oui. Est-ce que c'est possible d'intervenir? Karel? Oui, Nathalie, dans une minute, mais je voulais juste quand même, je sais qu'Andréane ou Charles, en tout cas, voulaient peut-être intervenir sur la première question. Fait que, je ne sais pas si vous voulez, c'est encore pertinent. OK. Bon, ben dans ce cas-là, je vais aller à toi, Nathalie. Merci, Carole. C'est vraiment un panel exceptionnel. Je trouve ça vraiment inspirant de voir que la réflexion est avancée. Ma préoccupation, c'est compte tenu que le milieu philanthropique est vraiment normé par des règles fiscales, ce n'est pas le milieu de la finance qu'on parle ici. Là. On parle du milieu de la fiscalité. Puis en plus de ça, comme c'est un marché de niche, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'outils, de technologie qui va permettre de prendre l'envol. Puis je pense que c'est quelque chose qui peut être créé avec, entre autres, PFC qui a déjà mis en œuvre, a publié un beau guide sur comment aller dans des nouveaux chemins en travaillant avec des donataires non qualifiés. Puis je pense qu'il faut saluer le beau travail qui a été fait.
mais maintenant, il faut l'opérationnaliser. Ça ne peut pas rester encore sur une tablette. Puis moi, j'entends des belles paroles, mais il y a un ingrédient qui manque, qui, selon moi, c'est comment on le fait pour le faire vraiment. C'est la décennie de l'action des SDGs, là, puis on entend beaucoup de gens qui font du bon travail, bien intentionnés, tout ça, mais collectivement, il manque le fil. Puis selon moi, c'est la technologie. Puis il y a une expression que je n'ai pas entendue, je n'ai pas fait toutes les sessions, là, mais je n'ai jamais entendu quelqu'un parler ici d'intelligence artificielle. Puis selon moi, là, c'est quelque chose, c'est un levier qu'on devrait pouvoir utiliser justement pour le genre de grands défis auxquels notre société fait face. Donc, comment ça, est-ce qu'on n'arrive pas à se rendre à cette discussion-là? Puis ce que je nous souhaite, moi, je voudrais compléter ce que Charles a dit. Moi, ce que je nous souhaite, c'est que l'année prochaine, qu'on ait déjà fait un premier prototype d'une plateforme, d'infrastructure de collaboration réelle et non pas juste d'avoir des événements où est-ce qu'on parle avec ceux qu'on connaît seulement, puis de s'ouvrir. Puis le monde philanthropique, selon moi, à cause de ces règles fiscales-là, est en mesure de prendre des risques. Puis ça n'arrivera pas nécessairement de grandes entreprises qui doivent aussi répondre à des règles fiscales puis qui sont sur le marché public. Donc, je nous souhaite de trouver la bonne recette. Mm-hmm. Je vous remercie d'avoir partagé votre réflexion. Merci, c'était intéressant, très intéressant. Puis, ceci dit, les solutions technologiques, il y en a eu quand même beaucoup depuis 30 ans qui sont arrivées et qui n'ont pas nécessairement permis de transformer les problèmes systémiques. Mais c'est des plateformes mais j'entends ce que tu dis, comme quoi c'est des plateformes de collaboration qui sont fantastiques. Mais par exemple, moi, je me rapporte à la question du climat. Les technologies sont toutes présentes, mais les conditions de marché ne le sont pas. Donc, ça fait appel souvent à des questions de financement non traditionnelles, de politique publique encore, etc. Bien, écoutez, moi, cet été, j'ai fait une recherche à l'Université Bishop. Puis, ce qui est ressorti, puis j'ai eu la chance de parler avec David Phipps de Research Impact Canada, c'est que dans les faits, la mesure d'impact, une des raisons fondamentales qu'elle n'est pas faite, c'est à cause du manque de financement à long terme. Donc, tous les projets sont financés par les gouvernements sur 2-3 ans. Puis, il n'y a personne qui saute dans l'arène pour venir dire, on a besoin de plus longtemps. Puis, évidemment, pour mesurer un impact, il faut qu'il y ait des actions. Ouais. Donc, on a eu beaucoup d'argent mis dans le système d'éducation pour faire de la recherche, mais cette recherche-là reste tablettée. Puis, je pense qu'on a besoin de mobilisation de connaissances pour être sûr que des actions se prennent, puis que ceux qui sont capables de prendre action ou qui ont le désir de le faire reçoivent le même genre d'appui financier que nos chercheurs ont reçu depuis 40 ans. Puis là, c'est intéressant, je pense, parce que puis je ne sais pas s'il y a un des panélistes qui va vouloir commenter là-dessus, mais le secteur de la philanthropie, là-dedans, jouit quand même d'une crédibilité importante auprès des pouvoirs publics, puis est capable de jouer aussi, d'avoir un effet multiplicateur, c'est-à-dire capable de mettre $1 pour accoter $1 d'investissement du gouvernement, d'un palier de gouvernement ou d'un autre. Et donc, souvent, ça permet de donner la voix on parle souvent du top-down ou du bottom-up, là. Si la philanthropie s'allie aux gens qui sont à la base, qui savent quelles interventions doivent être faites, c'est peut-être une façon que la philanthropie peut renforcer la voix des gens de la base pour être qui ont l'expertise du terrain pour faire en sorte que les ressources de l'État puissent venir aussi soutenir ça. Parce que sinon, effectivement, souvent, on passe beaucoup de temps en périphérie à étudier les problèmes. Puis le rapport finit sur une tablette, hein, on le sait, là, je veux dire, il y a des cimetières pleins de rapports. Qui voudrait commenter peut-être là-dessus? Bien, je peux peut-être commencer. Effectivement, en fait, on voit que, pour rebondir sur la dimension technologique, en fait, mesurer les impacts par le biais de données, en fait, de mesures d'impact, justement, c'est un élément essentiel. Mais encore faut-il qu'il y ait des gens qui sollicitent que les données soient partagées et soient collectées finalement dans des espaces ouverts. Et nous, on travaille beaucoup avec des données ouvertes finalement qui sont accessibles à tous, qui sont publiques et on outille finalement les citoyens et les citoyennes à solliciter leurs élus par rapport à 30 indicateurs de performance de durabilité justement, donc pour accélérer la transition.
et réduire les émissions au niveau des villes. Et finalement, les citoyens sont ceux qui vont appeler leur municipalité pour comptabiliser toute une série de données et après, ça va être partagé dans un espace commun. Donc, ce que ça envoie comme message très clair, c'est que premièrement, il faut mesurer ces données-là. Donc, il y a des gens qui vont poser des questions et qui vont vouloir y avoir accès. Et ensuite, il faut les partager et premièrement, adapter les décisions en fonction de ça. Donc, j'abonde dans votre sens, Nathalie, en disant que effectivement, collectivement, si on fait la même application pour le milieu philanthropique, ça voudrait dire aussi de justement mesurer, par exemple, certains impacts, de comptabiliser des données, de les mettre en commun, etc., comme moyen d'accès. Est-ce qu'on se rend compte, pour faire aussi du pouce avec la question qui avait été posée juste avant par Michel Langelier, si on regarde le niveau de sensibilisation et d'éducation de la population de façon générale et tout particulièrement au Québec, il y a quand même un consensus très, très fort sur le fait que la crise climatique est une priorité et il faut prendre action. Là où c'est plus compliqué, c'est justement que ça se traduise, et c'est un peu ce que disait Karel, par des politiques publiques qui sont réellement ambitieuses. Donc, justement, je pense que pour accélérer le leadership politique, les fondations ont beaucoup de choses à faire. Et un des éléments qu'on a cessé de rappeler, c'est justement d'être capable de mesurer les impacts. Donc, toute action qui va contribuer à collecter des données et à rendre imputables les pouvoirs publics de leurs engagements et de leurs actions, ça va vraiment propulser l'atteinte des objectifs. Et quand on va se voir justement dans un an, on va pouvoir se dire, OK, on a fait beaucoup de choses pour avoir une meilleure connaissance du problème et aussi voir c'est quoi les solutions qui ont le plus d'impact et qui sont le plus porteuses. Mais écoutez, j'adore ce que tu dis, Andréane, mais il y a une réalité qu'on n'a pas parlé non plus, c'est le fait qu'on peut toujours s'attendre que des citoyens vont le faire sur leur temps, mais ça devient du travail invisible. C'est comme le travail des aidants naturels, qui la plupart du temps est fait par des femmes, hein? Puis on se demande pourquoi les femmes sont plus pauvres, pourquoi les femmes n'arrivent pas à monter dans les hiérarchies et tout ça, parce qu'elles sont invisibles dans plusieurs aspects de leur vie. Puis, je crois que la présente crise de la COVID nous a montré l'importance de s'occuper des humains. Puis, je crois que moi, mon appel au milieu philanthropique, c'est d'être les premiers à prendre le risque à venir valoriser et rémunérer du travail qui se fait déjà, là. Ça ne fera pas plus d'impact climatique négatif, là, mais on va venir outiller des personnes à contribuer à soigner les humains, à en prendre soin, à s'intéresser, à être dans la santé. Puis, mais au lieu de les laisser invisibles puis se glisser lentement vers la pauvreté, venir les saluer pour changer justement le capitalisme qui, selon moi, rémunère très bien des activités qui sont néfastes pour notre société en général. Donc, je crois qu'il faut rémunérer. Merci. Excuse-moi. Claire, t'as-tu vu lever le doigt? Non? Non, mais je suis d'accord que sur le point de la rémunération, je pense que ça contribue aussi à une société plus équitable quand les gens qui font un travail important pour la société reçoivent une compensation financière pour ce travail-là. Puis je pense que le milieu philanthropique peut agir comme un connecteur entre la société civile, le bottom et les décideurs. Puis d'après moi, pour faire ce travail-là, il faut construire des ponts humains, des relations humaines. Il faut avoir faut apprendre à connaître les gens, vraiment écouter les besoins, travailler de concert avec les organismes de la société civile, avec les organismes qu'on soutient, et puis renforcer ces liens humains-là. C'est sûr qu'il faut avoir des données, il faut être capable de mesurer les impacts, mais il faut aussi absolument renforcer les liens humains entre les différents membres de notre écosystème. Et puis, je pense aussi, bien sûr, les questions de long terme, c'est complètement vrai et il faut aussi faire parfois des investissements basés sur la confiance. Oui, c'est important de mesurer les impacts, il faut avoir ça en tête et aussi, il faut permettre un peu de flexibilité. Parfois, il y a des choses qui arrivent. Bien, la COVID est arrivée, on n'avait pas ça en tête cette année. Hein? On avait toutes nos belles idées 2020, on va faire ça. OK. Il faut être capable de s'ajuster et d'être agile. Donc, je pense qu'il faut aussi avoir des liens de confiance avec
avec les gens avec lesquels on travaille et offrir une flexibilité pour qu'ils puissent prendre des décisions pour essayer d'avancer vers leur but de la façon qu'ils croient va fonctionner pour leur communauté. Oups. Merci Claire, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui auraient, des gens qui n'ont pas eu la chance d'intervenir et qui aimeraient poser une question, faire un commentaire avant que je laisse le mot de la fin à nos panélistes. Ben, dans ce cas-là, on va passer. Moi, je vous poserai une dernière question. Peut-être qu'il y a une question synthèse, là, parce que je pense qu'on a vraiment, vraiment tiré sur beaucoup de ficelles. Puis avant de poser la question, je voulais juste revenir sur ce que tu avais dit, Claire, qui était la question de la confiance puis des liens entre les personnes, qui est définitivement une des choses qui fonctionne bien au Québec, parce qu'on est une petite société. On dit souvent qu'on est tricoté serré, mais ça fait que tu peux prendre le téléphone puis parler à des gens que tu connais déjà puis qui vont embarquer ou accepter de travailler avec toi parce qu'ils te connaissent et qu'ils te font confiance. Puis je pense que par rapport à des sociétés plus grandes, on a cet avantage-là d'une certaine horizontalité puis avec des liens qui sont bien développés. Et je pense que souvent, en philanthropie, on ne réfléchit pas à l'idée de comment intervenir sur un écosystème, sur un enjeu, plutôt qu'intervenir directement sur l'enjeu lui-même. Tu sais, des fois, bâtir l'écosystème est aussi important, sinon plus que ça. Mais bref, pour conclure, j'aimerais ça vous entendre en 1 minute chacune. Quelle serait la priorité comme dans la prochaine année, là? Demain matin, on s'en va tous, on s'en retourne chez nous. Qu'est-ce qu'on doit faire immédiatement pour commencer à faire tomber les dominos qui vont nous mener jusqu'en 2030 pour atteindre nos objectifs? Je suis content de poser la question, je suis content de ne pas avoir à y répondre. Qui se lance? Charles? OK, let's go. Non, je pense que la question est super pertinente et doit être posée. Puis, je vais revenir sur plusieurs points qui ont été mentionnés. Pour moi, c'est je n'ai jamais le mot français, là, mais acknowledge collectivement qu'il y a une transformation systémique à faire maintenant et que l'opportunité, elle est maintenant, comme on est en train de réfléchir à toutes les choses qu'on doit changer. Donc, c'est s'entendre en fait sur co-créer une nouvelle infrastructure de collaboration avec un horizon 10 ans qui va impliquer la rémunération du travail invisible, l'implication de chacun de nos secteurs d'activité, les données, la technologie. Donc, c'est un tout nouveau modèle. C'est vraiment s'entendre sur, il y a un nouveau chantier de travail. Dans le secteur privé, on pourrait quasiment s'appeler une grappe de travail sur les objectifs de développement durable ou autres noms. Et là, on regarde les indicateurs qu'on a à accomplir et chacun définit un rôle qui est clé. Et on se base sur des meilleures pratiques qui sont développées. Dans le secteur philanthropique, on en a identifié plusieurs aujourd'hui. On a des guides de collaboration qui ont été développés pour des donateurs non reconnus. On a d'autres suggestions qui ont été mises dans le chat. Donc, les outils sont là. Maintenant, c'est créons l'infrastructure qui nous permet vraiment de l'opérationnaliser sur le terrain. Donc, pour moi, ça passe avant tout par un commitment, un pledge que collectivement, on s'engage à le faire. 2021, c'est le début d'un plan d'action qui est collectif à long terme. Merci. Je passe de droite à gauche sur mon écran. Andréane? Oui, absolument. C'est difficile c'est tellement bien dit, Charles. Absolument, j'abonde à 100% dans ton sens. La pandémie nous offre aussi un moment de réflexion, finalement, pour réfléchir. Ça a été beaucoup mentionné, à une relance juste pour tous et toutes. Donc, de prendre ce moment-là pour vraiment réfléchir comment on met en œuvre ce vaste projet structurel de changement qui est essentiel. On ne pourra pas passer. La question, c'est à quel point on le fait rapidement à cette étape-ci. Donc, on va être obligé d'y réfléchir collectivement. Et je pense que des éléments qui sont essentiels dans cette réflexion-là et qui sont vraiment
qui ont émergé dans nos discussions, qui ont émergé dans les panels du 5 et du 12 novembre également, c'est vraiment l'idée de démocratisation, donc de s'assurer que des voix dans toute leur diversité, dans toute leur spécificité, puissent participer collectivement à ce projet collectif et que ça se traduise par des politiques publiques ambitieuses et par une participation effective. Et l'autre élément qui revient sans cesse, c'est la solidarité. Donc, à quel point on doit créer un tissu social qui est plus serré, qui est plus résilient, qui offre du soutien intergénérationnel. On pense par exemple aux aînés. C'est un élément qui a été mentionné dans le chat également par Denise Denis. Donc, de réfléchir comment, entre les générations, on peut être plus solidaire, valoriser les savoirs et également s'assurer finalement que dans cette coalition, ce soit aussi entre secteurs, ce que Charles parle en réfléchissant à des grappes et justement à aller au-delà des secteurs, donc de s'assurer qu'on construise des coalitions pour arriver à ce projet commun. Donc, je pense que les mots-clés, c'est effectivement c'est pas parce qu'on se concentre sur des mesures d'impact scientifique et ancré dans des données qu'on doit délaisser l'être humain pour autant. Au contraire, l'être humain doit être au cœur du projet, ça doit s'ancrer dans un projet de solidarité collective, mais qui redéfinit structurellement le monde dans lequel on vit et comment on veut vivre ensemble surtout. Bravo, merci, c'est très inspirant. Et Claire, le mot de la fin avant que je repasse la parole à Katia. Oui, je pense que Charles a bien dit, il faut agir. C'est maintenant que ça se passe. On confronte plusieurs urgences simultanées. Alors, c'est maintenant le temps d'agir. Je pense que les fondations, on doit dépenser un certain pourcentage de nos actifs par année. Je pense qu'on devrait en dépenser plus. Alors, on confronte des crises importantes et c'est maintenant que ça se passe. Et ce n'est pas dans 10 ans, ce n'est pas dans 20 ans, ce n'est pas dans 50 ans, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Donc, je pense qu'il faut agir avec l'urgence requise, l'urgence auquel on est confronté avec les différentes crises. Okay? Alors, il faut se pousser à agir avec urgence, être à l'aise à dépenser plus que l'on dépense et de façon concertée, stratégique, pour vraiment s'attaquer aux problèmes systémiques. Alors, on peut continuer à soutenir des projets, des organismes, des enjeux comme d'habitude, et il faut aussi faire les choses autrement. Si on ne commence pas à faire les choses autrement, on n'avancera pas. Donc, il faut agir avec urgence. On peut le faire, on a la capacité de le faire, on peut faire partie de la solution de façon importante. Il faut avoir le courage de prendre des risques et faire les choses autrement. Merci, Claire. 1 $ dépensé aujourd'hui a une plus grande valeur qu'un $ dépensé dans 10 ans. Effectivement. Est-ce que je pourrais faire un petit dernier commentaire? Malheureusement, je pense qu'on est obligé de terminer parce qu'il y a une autre session qui commence et c'est vraiment dommage. Là, mais je voulais juste... en fait, Claire, Andréane, Charles, un grand merci. C'était vraiment un réel bonheur de vous entendre. Merci à tout le monde d'avoir été attentif. Et Katia, c'est toi qui vas nous dire la suite. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir modéré cette session. Merci aux panélistes et à tous les participants pour cette conversation vraiment très enrichissante.